Dans la paracha, à partir du Perek, Vayovu bnei Israël kol haeda mitbartzin bachodesh harishon vayeshev ha'am bekadesh vatamot sham Miriam vatigaver sham. On décrit que la nouvelle génération, tous ceux, kol haeda, tous ceux qui, à partir de maintenant, pouvaient rentrer en Eretz, sont arrivés à la ville de Kadesh. Myriam est morte là-bas. Conséquence, il n'y a pas eu d'eau, puisque le puits venait grâce au mérite de Myriam. Donc c'est le fameux épisode où Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron ya'an lo emaltem bi lagdisheni le'nei bnei Israël lachen lo taviu et hakal hazeh el haaretz asher natati lahem. Hashem s'adresse à Moshe et Aaron. Comme vous n'avez pas donné Emouna en moi, en me sanctifiant aux yeux des Bnei Israël, c'est pourquoi vous n'amènerez pas cette assemblée dans la terre que je leur ai donnée. Hema meim riva asher avu Bnei Israël et Hashem vayikadesh sham. Il s'agit donc de ces eaux de la révolte où les Bnei Israël ont contesté Hashem et où il a été sanctifié. Ça s'appelle d'ailleurs la ville de Kadesh dès le départ. Bon. Tout de suite après, Vayishlach Moshe Malachim Kadesh el Melech Edom, Kamar Achicha Israël, Ata Yadata et Kol Atla Asher Metzaatnu. Moshe envoie des émissaires à partir de Kadesh au roi de Édom. Ainsi déclare ton frère Israël, tu sais toutes les péripéties que nous avons rencontrées. Et il lui explique, voilà, on est descendu en Égypte, on a assumé notre part dans le Shtar Chov, dans le prix qu'il fallait payer pour accéder à la terre, puisque nous avons accepté le Shibud Mitzrayim, qui était la condition d'entrer en Eretz. Et maintenant, voilà comment Hachem a agi pour nous. À présent, ayant payé ce prix d'entrée, ce ticket d'entrée en Eretz, on va rentrer en Eretz, et le premier pays par lequel on pourra s'engager en Eretz, c'est le territoire de Édom qui se trouve au sud-sud-est d'Eretz Israël. Ils venaient du sud, eux, donc ils vous demandent le passage à travers Édom, et puis ensuite ils continueront à travers Ammon et Moab. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore pour le moment le droit d'attaquer ces trois peuplades. Il faut d'abord qu'ils règlent l'histoire des Shiva Umot, les Knaani, les Émori et compagnie. Il faut d'abord qu'ils règlent cela, et dans une deuxième phase, ils recevront les trois terres qui, pour le moment, sont détenues par Édom, Ammon et Moab. Donc il lui demande le droit de passer pour prendre un raccourci. Nabrana Bartsecha, permets-nous donc de passer par ta terre. On ne va pas passer par les vignes, par les terrains, les champs. On ne boira pas l'eau de notre puits, Be'er, pas Be'erot, l'eau du puits. On a de quoi boire. On pourrait ne pas avoir besoin de toi, mais en vérité, c'est un derech eretz que quelqu'un qui arrive dans une auberge avec son goûter, il ne doit pas comme ça, sauf si c'est précisé, sortir de son rucksack, de sortir ses affaires. N'est-ce pas? Il faut faire profiter celui qui nous accueille. Et donc, nous, bien qu'on a le be'er, bien qu'on a la manne, on n'aura pas recours à tout ça, on va faire des achats et tu pourras t'enrichir sur notre compte. On va faire aucun dégât, on va aller ni à gauche ni à droite. Oui, on va traverser derech Hameler, ça la voie royale, l'autoroute, quoi. Sans aller ni à gauche ni à droite, on le fait passer. Édom lui dit, tu passeras pas chez moi, sinon je sors avec l'épée contre toi. Les Bnei Israël lui dirent, bon, alors on va passer par les sentiers, c'est-à-dire on va prendre des coins inhabités, on va prendre les ailes, on va pas prendre le chemin central, vous ne nous verrez pas, juste qu'on puisse passer. Il dit, tu passeras pas. Et alors, donc, Édom sort à sa rencontre avec
des troupes nombreuses et armées. Tout de suite après, ils partent donc de Kadesh et toute la Eda arrive au Hor Hahar, c'est une espèce de monticule sur une montagne, Hor, une montagne, Hahar, de la montagne, une montagne sur laquelle Aaron va mourir. Et comment c'est annoncé, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'Hor Hahar, Hashem déclare à Moshe Aaron, dans cet endroit, Al Gvul Eretz Edom, les morts, sur la frontière du territoire de Edom, en ces termes, Miasef Aaron el Amav, Kilo Yavo el Aretz Asher Natati Vene Israël, Al Asher Emritem et Pi le Memriva, que Aaron rejoigne ses ancêtres, car il ne viendra pas dans la terre que j'ai donnée au Bnei Israël, puisque vous avez désobéi à ma parole dans les Memriva. Rachid de souligner sur justement ce verset Kav Gimel, Al Gevul Eretz Moabien, une précision ici qui est un peu bizarre, qu'Hachem s'adresse à eux pour dire qu'Aaron va mourir en précisant Al Gevul Eretz Edom, à la frontière de Edom. D'accord? Qu'est-ce qu'on a précisé où c'était? Bon, ça y est, grosso modo, on sait où on est, on n'a pas besoin de cette précision. Magid, Shemi Pne, Shenit Rabrou, Leit Karev, Leisav Racha, Nifretsu Maasehem, Vechasru Tzadikaze. Ça nous apprend que parce qu'ils se sont rapprochés, ils ont fait des tentatives de rapprochement de Esav Racha, alors ça leur a causé des pertes et ils ont perdu ce tzaddik, Aaron. C'est pour ça qu'on précise que l'annonce de la mort d'Aaron va être donnée juste à la frontière, là où ils ont voulu rentrer, engager le débat avec Esav. D'accord? Bien. Vechin Anavi Omer, le Yoshaphat, que Beitrabecha Im Achaziaou, Paratz Hashem Maasecha, de la même façon que Yoshaphat, qui était un grand tzaddik, quand il a voulu faire alliance avec le roi d'Israël, qui était un rachat, Achaziaou, Achaz, et ben ça a mal tourné pour lui. Ok? Bon, apparemment, ce qu'on nous raconte, a priori, c'est que la tentative de passer par Edom lui a coûté la vie à Aaron. N'est-ce pas? Bien. Un peu de difficulté là-dessus, parce que ce récit nous est raconté un petit peu autrement au début du livre de Dvarim. Dans la parashat de Dvarim même, Dvarim, c'est un livre qui commence avec la mise au point, les mises au point que Moshe Rabbeinu a faites sur le point de mourir. Et donc il a fait beaucoup de torachot, beaucoup de remontrances, de mise au point avec les Bnei Israël sur toutes les trahisons qu'ils ont faites des promesses d'Hachem. Et comme d'une part Hachem a donné, a cédé et a toujours eu une attitude de chesed et de rachmanout envers eux, toujours mal récompensé. Sans rentrer dans le détail, ça a été fait à demi-mot, avec des allusions et tout. Et puis dans ce chapitre, la plus grande partie de chapitre, 25 psukim à peu près, sont consacrés à l'histoire des explorateurs, les Meraglim. Et donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vateshvu bekadesh yamim rabim kayamim asher yishavtem. Vous êtes restés à Kadesh, c'est la ville des explorateurs, le point de départ des explorateurs, et ils ont été punis de rester là-bas aussi longtemps que ce qu'ils ont demeuré. Un peu bizarre comme expression. Rashi là-dessus, donc c'est dans le Perek Aleph, la fin du Perek Aleph de Dvarim, Pasuk, même Vav. Faut-il encore que je le trouve? Même et Vateshu bekadesh yamim rabim yud tet shana, 19 ans. Shenemar kayamim asher yeshavtem bishar masaot, comme le temps que vous avez passé dans le reste des étapes. Ve'emayu lametret shana,
Et en tout, il y avait 19 ans, donc ça fait 19 ans à Kadesh, et ensuite 19 ans de tribulation. Ils ont été baladés dans le désert, et Umeturafim, Vechazrou le Kadesh. Et ils sont revenus à leur point de départ, à Kadesh. Bon. Très intéressant. Ici, vous voyez, on n'est pas en train de raconter l'histoire. Il y a une grande différence entre notre paracha Chukat et l'histoire dans Dvarim. L'histoire dans Chukat nous raconte par le menu tout ce qui s'est passé, des événements importants, les révoltes, tout ce qui s'est passé, pas seulement des révoltes, qui se sont passées dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Oui? Bien. Et là, on nous décrit, voilà, ils sont arrivés à Kadesh. Tiens, Kadesh, là, notre Kadesh ici, Myriam est morte. Ensuite, il n'y a pas eu d'eau. Moshe a été puni avec Aaron. Ensuite, ils vont à Édom. Ils lui demandent de passer. Et suite à ça, Aaron va mourir puisqu'ils sont rapprochés d'Édom. D'accord? Bien. Ici, dans Dvarim, la perspective, c'est pas nous raconter, c'est pas le récit, c'est de tirer le moussard de la chose. Ce qui est étonnant, c'est que dans toutes les Torahot qu'on a passées, on a passé très très vite. On nous raconte des choses avec les têtes de chapitre. Si ça t'intéresse, va voir dans les 4 autres livres de la Torah, mais ici, on te dit, c'est dans une perspective de moussard et de leur apprendre la suite, de les rendre attentifs à toute leur révolte et leur ingratitude par rapport à Hachem. D'accord? Bien. Quand on arrive au Meraglim, oh wow, là on y va, on se donne à cœur joie, on décrit par le menu ce qui s'est passé. Pas de la même façon d'ailleurs que dans Parshat Shlach Lecha, mais enfin, c'est aussi bien décrit d'une certaine façon, dans une certaine optique, mais voilà. Et tout de suite après avoir dit qu'ils ont été punis de 19 ans de là-bas, en tout 38 ans, où ils ont fait finalement du surplace, puisqu'ils ont tourné en rond pour arriver à leur point de départ de Kadesh, à ce moment-là, notre Kadesh, où nous, on a pris le relais, où Myriam, elle est morte, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Tout de suite après, Hachem, il me dit, voilà, ça suffit que vous avez tourné autour de cette montagne, maintenant dirigez-vous vers le nord. Donc, on est arrivé à la base d'Eretz Israël. Je vous ai dit, c'était l'extérieur d'Eretz Israël. Ils étaient encadrés en bas par quel pays? Par Édom. Édom, c'est les premiers qu'ils vont rencontrer. Plus au nord, il y aura Moab et Ammon. D'accord? Bon, Édom le premier. Et ordonne au peuple, vous allez passer dans le territoire Achichem, Bene Esav, de vos frères, les descendants d'Esav, qui demeurent à Séhir. Ils ont peur de vous en vérité. Vous êtes les plus forts, mais Venishmartem od, attention, n'en profitez pas, vous n'avez pas le droit de les toucher. Pour le moment, on ne fait pas la bataille avec eux. Ce n'est pas eux qui nous préoccupent, c'est Eretz Israël. Ne vous attaquez pas à eux, car je ne vous donnerai pas de leur territoire un pouce de terre, car c'est un héritage pour Esav. Mais, Ochel Tishberu Meitam Bakesef, ravitez-vous chez eux, payez le prix. Et bien, par exemple, que l'eau, normalement on a l'habitude de le donner gratuit, mais faites les grands seigneurs, montrez que vous êtes tellement dans l'opulence grâce à ce qu'Hachem vous leur proposez d'acheter l'eau, de payer le pain, enfin tout ce qu'ils peuvent vous donner, bien qu'on n'a pas besoin d'eux, faites-le. De l'eau aussi, vous achèterez chez vous, etc. Voilà. Alors, on voit que Kadesh, c'est la ville à partir de laquelle l'histoire reprend. On a une histoire qui, pendant l'histoire des explorateurs, celle qui est racontée dans Dvarim, c'est une histoire, comme on le sait, qui s'est passée la 2e année de leur séjour dans le désert. On le sait, 2489. 2449. 49. Ça, on le sait, on a déjà souvent précisé. Pardon? C'est 50 parce que c'est 2 ans, parce qu'ils sont sortis en 2448. Donc ils sont sortis en 2449, c'était les explorateurs. Donc c'est 40. C'est la 2e année du désert. La
première année s'appelle 2448. L'année où ils ont sorti, c'est directement Et l'année suivante, c'était l'histoire des explorateurs. D'accord? 2449. Ensuite, ils ont tourné pendant 38 ans dans le désert. Et on arrive à la fin des 40 ans du désert, quoi, pratiquement. Tout le monde est mort. Kolaïda, comme on avait eu, toute l'assemblée qui pouvait rentrer en Eretz. On a tourné apparemment la page des Meraglim. On s'apprête à partir, alors on a tourné en rond, on est resté sur place, on a tourné en rond, et maintenant on arrive à Kadesh, qui était le point de départ des Meraglim. Comme si l'histoire, telle qu'elle est décrite dans Dvarim, on fait un arrêt sur image, comme ça, pendant une éternité. Comme si cette histoire n'a pas eu lieu. Hein? Et on revient à notre point de départ. Et maintenant, tout ce qui va être raconté dans Dvarim, alors attention, maintenant vous allez vous attaquer à Édom, et ensuite il y aura Moab, ensuite il y aura Ammon, etc. On nous décrit par le menu, d'accord? On reprend le fil de l'histoire. Alors que nous, qui voyons, qui décrivons dans la Parshat Trouka, dans le livre de Bamidbar, l'historique de ce qui s'est passé, alors on dit, il y a ce moment-là, et ensuite il y a Myriam qui est morte, à Kadesh, donc ce point de départ de tout, ouais. Et c'est à ce moment-là, à Kadesh, où tout devait repartir, que Moshe Rabbeinu, il fait la faute de frapper le rocher, et tout de suite après, on nous raconte, ça y est, ce qui nous est raconté dans Dvarim, ça y est, on va engager les pourparlers avec Édom. Mais ce que je suis un peu étonné, c'est qu'on nous dit comme ça, puisque vous êtes rapprochés de Édom, alors maintenant, voilà, tu t'es rapproché du rachat, tu vas prendre un coup, ça va être la disparition d'Aaron. Bien qu'Aaron avait été condamné de ne pas rentrer en Eretz, avec la faute de Moshe, d'accord, puisque les deux c'est un couple, et que le couple a explosé par l'erreur de Moshe Rabbeinu, par la faute de Moshe Rabbeinu. Donc les deux c'est fini, mais c'est pas encore précisé avec ça qu'Aaron doit mourir tout de suite derrière. On semble rattacher la mort de Aaron, on semble l'attribuer au fait qu'ils sont rapprochés de Esav. Et la difficulté, c'est que quand vous écoutez Hachem, il leur parle autre chose. Il dit, vous vous rapprochez aujourd'hui de votre terrain, de Esav, votre frère, de vos frères, Achechem bene Esav. Oui, les frères. Donc quand eux, ils disent, on veut passer, qu'est-ce que tu leur veux? Ils sont en train de reprendre les mots d'Hachem. Hachem leur dit, essayez de leur proposer. Vous ne leur faites pas la guerre. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Proposez-leur d'acheter. D'accord? Eh bien, ils leur ont proposé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, ça s'appelle, puisque vous êtes rapprochés de Esav, vous allez payer le prix, vous allez manquer à Aaron. C'est maintenant qu'il va mourir. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? D'accord? Je peux dire que peut-être que Moshe a lourdement insisté peut-être plus que ce qui était prévu par Hachem. C'est-à-dire Hachem me dit, voilà, vous rentrez chez eux, vous leur achetez, vous payez tout cash, hein, et puis pour avancer. Alors que Moshe leur dit, laissez-nous passer derrière Hameler, par la voie royale, l'autoroute. Là, on ne dérange rien, on va ni à gauche ni à droite et on vous paye. Et quand ils ont refusé, tu rentres dans notre pays, on va avec l'épée contre toi. Hein, et il leur a dit, Albam Sinan, allez. Non, mais attends, c'est pas grave, mais on va passer sur les côtés, il n'y a rien. Alors ça vous dérange de nous voir, alors on passe sur les côtés. Peut-être qu'il y a une insistance de Moshe à... Oui, mais bon, ok, mais est-ce qu'Hachem il avait interdit de faire ça Ensuite, il y a le Balatourim, il dit Nabrana Bartsecha, laissez-nous passer dans ton pays. Alors que pour Sichon, après quand ils vont affronter le prochain ennemi, ça va être Sichon, il dit Ebra Bartsecha, je passe, je veux passer. Pourquoi ici on dit Nabra, que nous passions? Pourquoi? Vous comprenez, la Torah, au moins c'est une chose que vous avez appris au SEM, j'espère, que toutes les tournures de phrases, toutes les curiosités grammaticales, que tous les petits changements de mots, en vérité, il y a beaucoup de choses derrière. C'est pas une erreur.
On ne fait pas un livre de littérature dans lequel on ne veut pas répéter le même mot, comme ça vous faites une disserte en français. Ah, le problème, c'est d'avoir des adjectifs, de décrire les choses, de ne pas employer les mêmes mots, d'enrichir le vocabulaire. Ouais, la Torah, c'est pas un exercice de style, la Torah, c'est pas un exercice... Il y a une précision. Si on dit avec Sichon, laisse-moi passer, au pluriel, au singulier, pourquoi avec Édom, ils ont dit Nabrana? Le Baal HaTurim, il remarque ça, il dit, tu sais, parce que c'est un rappel de la proposition de Esav, votre ancêtre, à Yaakov. Quand Esav a rencontré Yaakov, il lui a dit Nelcha, Nisa venelcha lenegdecha, que nous voyageons de concert, allons-y ensemble. Et eux, ils veulent renouer, vous voyez chez vous, il y avait comme ça une disponibilité à un certain moment chez votre ancêtre que on fasse une association, et bien que eux ils n'ont pas voulu de cela, ils avaient trop peur de la compagnie des Esav, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il y avait une disposition, je vous rappelle ça, Nabra, passons, laisse-nous parler au pluriel, vous voyez, comme si on va faire quelque chose de commun. Donc vous pourriez dire peut-être que l'erreur peut-être de Moshe, c'est d'en avoir fait un peu plus que ce qu'Hachem a dit. Bien qu'Hachem ait dit, vous passez chez votre frère. Et d'ailleurs, la Torah, elle te dit, Lot Taev Edomi, qui a chichaou. Tu n'as pas le droit de rejeter Esav, c'est ton frère. Oui, la Torah n'hésite pas à appeler Esav un frère. Alors pourquoi ce serait une faute d'Israël de tenir compte de cela? C'est un peu difficile. Hein? Ah, il a insisté pour passer. Est-ce que tu es marqué qu'il ne devait pas insister? Juste, tu me laisses passer? Non, tu ne veux pas? Allez. D'accord, on va compter, on est ton pays. Il dit non, allez, on va passer par les côtés. Mais on ne voit pas qu'est-ce qui s'est passé de... On ne voit pas, vous voyez, on voit pas qu'ils ont fait quelque chose de grave ou de sanctionnable là-dedans pour qu'on dise c'est à cause de ça qu'ils ont perdu Aaron. C'est ma première interrogation. D'accord? La deuxième interrogation que j'ai, c'est que je me demande, a priori, si l'échec des Meraglim a laissé des traces ou pas. C'est-à-dire que parfois, quelqu'un dans sa vie a fait des fautes plus ou moins graves. Eh bien, il va payer le prix, et puis ça y est, on passe à autre chose. N'est-ce pas? On aurait pu dire que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, ils ont été, les explorateurs, ont préféré rester dans le désert que de rentrer en Eretz. Eh bien, c'est là-bas qu'ils vont crever. Qu'ils crèvent là-bas, vos dépouilles qu'elles tombent dans ce désert. Vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz, ben vous payez le prix. D'accord? Et on pourrait dire, ça finit. Sauf Passouk. Ça veut dire que c'est la fin de la paracha. C'est voilà, on va à autre chose. Et on aurait pu comprendre qu'au bout des 40, une fois qu'ils ont fini les 38 ans où ils ont payé tout ce qu'ils ont, l'histoire des explorateurs, eh ben ça y est, les comptes sont de nouveau réglés, et on avance, et maintenant, à partir de maintenant, on est dans la génération qui va rentrer en Eretz, Kol Haïda, il va rentrer en Eretz, à Kadesh, au point de départ, comme si cette faute a été effacée. Ça concernait les gens qui l'ont faite, ils ont payé le prix, et puis voilà, on avance. Ça arrive parfois, on a l'impression, par exemple, que quelqu'un qui tue par inadvertance, ça veut dire qu'il n'a pas fait assez attention, et il a fait quelque chose, un accident qui a tué une personne. Il aurait pu faire quelque chose, il n'a pas été assez attentif, alors il va aller dans les villes refuges, il va rester là-bas, on va faire son éducation, et on voit c'est un monde de Torah dans lequel on apprend à faire attention à ses actes. Donc on va le reconstruire, ce manque qu'il avait, cette déficience qu'il avait de se laisser aller. Quand est-ce qu'on fait des fautes? Vous savez, c'est quand on agit par habitude, quand on n'est plus maître de sa vie. Vous voyez, par exemple, je prends ma voiture. Bon, est-ce qu'on a fait des vérifications comme il fallait du moteur? Oui. Ah, ben ça va aller comme ça. Vous voyez, souvent dans la vie, comme ça, on n'a pas de temps, on a à faire, etc. Et après, en vérité, c'est parce qu'on n'est pas attentif de faire les choses qu'il faut
que ça entraîne des choses qui sont graves. N'est-ce pas? Bon, alors si tu n'as pas été attentif, on va t'envoyer dans une rue refuge où il y a les Levim qui étudient la Torah. Tu devras déménager toute ta vie de là où tu habitais pour aller dans un autre endroit. Donc reprendre de nouveau tes repères, te reconstruire. Et puis voilà, on efface la faute. Le problème que je me demande, théoriquement, parce que je vais essayer de vous donner une réponse, c'est: est-ce que cette histoire des explorateurs, avec les 38 ans où on a tourné en rond, est-ce que c'est simplement de dire, bon, il fallait terminer avec ces gens qui ont mérité de ne pas rentrer en Eretz, alors on va en payer le prix, ils payent le prix, et puis, gamar, nous on tourne la page, et on avance maintenant. Et c'est pour ça qu'on reprend le récit avec Édom, la rentrée dans le territoire des Édomites, les descendants de Esav. N'est-ce pas? Alors il y a un Midrash qui dit la chose suivante. Le Midrash, dans notre paracha, il dit que Yan lo emantem bi lagdishen lachen lo tavio et kahal, que après que Moshe ait été fauté avec le rocher, Hachem dit: puisque vous n'avez pas né foi en moi, eh bien vous n'amènerez pas cette assemblée en Eretz. Et vous verrez que chaque fois que la Torah parle de la mort de Aaron ou de Moshe, elle précise un Memuriva, comme ils ont été condamnés à Memuriva. La Torah n'a pas l'habitude d'insister lourdement sur les fautes des gens. Ça y est, on l'a dit une fois, gamarnou. Oui, quand dans le début de Dvarim, Moshe fait des reproches, des remontrances à Israël pour tout le comportement qu'ils ont eu, il leur dit par des remazim, il nomme des endroits, par des allusions à quelque chose. On n'est pas lourd, on écrase, on s'acharne pas sur quelqu'un. Or, on a l'impression que le pauvre Moshe, et encore plus le pauvre Aaron, qui est une victime collatérale, parce qu'il fait couple avec... Oui, cela, chaque fois qu'on les punit, on est en train de rappeler, parce que... Ya loeman tebi lagdisheni. Le Midrash explique de quoi il s'agit. Il dit la chose suivante. Il y avait un homme qui était marié avec 2 femmes. Les 2 femmes ont fauté. Il y en a une qui s'est dévergondée. Elle a trompé son mari. Oui, ou elle avait des comportements débauchés. Pas s'il allait jusqu'à tromper son mari, peu importe. L'autre, elle a mangé des fruits qui n'étaient pas mûrs pendant la Shemitah. Vous savez, une halakha, que la 7e année, il faut profiter de la terre en maximalisant le bénéfice, le profit qu'on pouvait en avoir. Par exemple, un aliment pour les hommes, il ne faut pas le donner aux animaux. Un aliment réservé aux animaux, il ne faut pas en faire autre chose, je ne sais pas moi, des parfums ou des trucs de genre, il faut l'utiliser pour les animaux. Oui, maximaliser l'usage. Des fruits qui ne sont pas encore mûrs, eh bien, il faut attendre pour les manger, pour maximaliser le truc, et pas les manger quand ils sont encore verts, quand ils ne sont pas mûrs. Hein? Parce que c'est marqué le orla, le lolef-7, que les produits de la 7e année, c'est pour manger, pour consommer, pour profiter, et pas pour les abîmer. On fait encore... Déjà, il ne faut pas faire du bal tachrit, et encore moins de bal tachrit pour la Shemitah. D'accord? Bien. Donc, une des femmes, elle n'a pas fait attention à cela, et alors, les 2 ont été punis. Les 2 ont reçu une correction, ils ont été frappés. Alors celle qui avait fauté avec les produits de Shemitah, elle demande à son mari, dit: je t'en supplie, dis bien pourquoi j'ai été puni. Précise bien pourquoi j'ai... Sinon on va croire qu'on est toutes les 2 punis comme si j'avais fait chas de shalom, comme si j'avais eu le même comportement que ma collègue. Alors le roi, il a bien entendu, ou le mari, il a bien entendu, et il lui a mis comme ça autour du cou, quand il l'a frappé, il a mis des fruits de la 7e année pour qu'on voit que c'est ça qu'elle a fauté, pour qu'on ne s'abuse pas là-dessus. D'accord? Eh bien, c'est la même chose ici. Si on n'avait pas précisé que c'est seulement la faute de Memuriva qui a coûté l'entrée en Eretz, on aurait envisagé que Moshe Rabbeinu, chas de shalom,
il a fait la faute des explorateurs. Il a manqué confiance dans la parole d'Hachem, quelque chose d'extrêmement grave. Comme si une femme qui trompe son mari, la génération des explorateurs a trompé son mari, ouais, ça c'est Chas de Shalom, pas Moshe. C'est pour ça que Moshe a demandé qu'on précise chaque fois qu'on n'ait rien dans la faute de Moshe, la faute des explorateurs. Oui. Mais le texte continue, le Midrash continue. Alors Hachem il dit à Moshe, alors qu'est-ce que tu veux? Que puisque tu veux pas qu'on te confonde avec la faute des autres, tu veux alors que toi tu rentres en Eretz? Dis-moi Moshe, il y a un berger à qui on a confié un troupeau. Et le troupeau, il est capturé par les bandits. Le berger, il est le seul à échapper à cela. Il vient chez son maître, mais sans le troupeau. Alors le maître lui dit, oh, t'as pas honte de venir? Quoi, tu as laissé perdre ce troupeau? On peut se demander si c'est de ta faute. Et toi là, tu viens, bon, moi j'ai rien pu faire, voilà, c'est pas de ma faute, et voilà, je reviens. Ça va pas cette histoire-là. Alors, de la même façon, Avkar Amar lo Akadosh Baruch Hu, le Moshe, de même ici, quoi? Shivchacha hu shotzeta shishim rivo ukvartem bamidbar. Tu crois que c'est un titre de gloire pour toi d'avoir sorti 600 000 hommes dans le désert et que tu les as enterrés là-bas, vata marknis doracher, et maintenant tu viens à la tête de la nouvelle génération? Que tu crois que c'est donc kavod de montrer ton échec comme ça flagrant et tu te désintéresses de tes ouailles, eux ils ont raté, mais c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute, t'étais le chef. Alors quelque part tu dois être solidaire d'eux, tu vas pas venir comme ça, comme si de rien n'était. Même c'est pas ma faute. Ok, c'est pas ta faute, c'est une chose. Mais de dire que toi tu t'en tires et que tu viens avec la nouvelle génération comme si de rien n'était, c'est certainement pas à ton honneur. Vata machnis doracher, arshav yomru, et il le mettait à midbar chelek l'olamaba. Alors on va dire, voilà, c'est fini, il a laissé tomber les morts du désert, ils n'ont pas part au monde futur, c'est fini avec eux. Ela tiye betsidam vetavo imahem. Mais en vérité, tu dois mourir et être enterré avec eux, à côté d'eux. Chez Neymar, vetavo imahem, et ensuite tu reviendras avec eux. Chez Neymar, vayete roché am. C'est marqué, et il est venu à la fin des temps, Moshe reviendra avec tout le peuple qui est en Chutz Laaretz. Le Kach Neymar, l'Otaviu et Taka Lazé, et là, Shiatsa Ibra. Voilà. Et c'est pour ça que marqué, vous n'amènerez pas ce peuple, le peuple là, tu l'amèneras pas, ce nouveau peuple, cette nouvelle génération, toi tu resteras avec les anciens. D'accord? Bien. Juste, bon, je ne sais pas si vous avez compris un peu l'idée. Quand Moshe se défausse, se prend ses distances, prend du recul par rapport à cette faute, cette femme, elle dit, moi j'ai pas du tout fait une faute aussi grave que celle qui est reprochée à l'autre. Moi j'ai jamais trahi Hachem. J'ai jamais trahi mon mari, n'est-ce pas? Alors, quand même, il faut, je demande que un peu de cavote pour moi, qu'on ne me laisse pas. Bon, très bien, mais qu'est-ce que tu veux avec ça? Tu veux qu'on dise alors maintenant tu as le droit de rentrer puisque tu n'es pas responsable, tu n'as pas fait du tout la même faute que les autres? Mais ça a l'air de quoi? Tu oserais comparaître comme ça devant ton maître en ayant perdu ton troupeau et on va se demander mais où il est ce troupeau? Qu'est-ce qu'il en est? C'est peut-être lui le responsable de leur faute, on ne sait pas. Et Moshe Rabbeinu, c'est comme si tant pis pour eux. Quoi, c'est ça la relation que tu as avec les gens dont on t'a confié la direction, ouais, avec ton troupeau. C'est pour ça que c'est marqué, tu mourras en Chutz Laaretz. D'accord? Bien. Il y a un Midrash Rabbah sur Parashat Veitranan, vers le début de Parashat Veitranan, dans lequel Rabbi Lévi parle un peu dans le même sens. Un peu. Moshe Rabbeinu à Veitranan supplie Hachem, il fait encore des tentatives, laisse-moi rentrer en Eretz.
tellement je voudrais te servir en Eretz dans le palais royal ou servir Hachem, c'est tellement essentiel, je voudrais m'en rentrer en Eretz. Et Hachem lui répond de la façon suivante, dit Rabbi Lévi. Il y avait une fois une caravane qui voyageait de nuit. Elle voyageait comme ça, elle était dans la nature, dans le désert, dans les champs. Et un des voyageurs je sais pas, il a ouvert son porte-monnaie, il y a des petites pièces qui sont tombées par terre là-bas, qui sont tombées. Et il a dit, si je demande aux gens de venir, d'arrêter le voyage pour apporter leur torche pour que je récupère les petites pièces, ils vont dire, ben non, écoute, pour ça on n'arrête pas on va pas arrêter le convoi pour ça, n'est-ce pas? On va pas arrêter le train, oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une belle pièce d'or, il a jeté la pièce d'or à peu près là où il pensait avoir perdu les petites pièces, et il a commencé à crier, waouh, Avadli Zahouf, j'ai perdu une pièce d'or. Waouh, une pièce d'or, ça c'est quelque chose. Ouh là là, alors tout le monde s'arrête, et on vient avec les torches pour essayer de retrouver la pièce d'or. Il retrouve sa pièce d'or, et dit, bon, une seconde, tant que vous y êtes, voilà, j'ai aussi d'autres pièces. Je vous ai parlé de la grande pièce, et il profite de ça, qui a la lumière, qui sont déjà arrêtés, et il ramasse les petites pièces. D'accord? Ce midrash extraordinaire, il nous dit comme ça. Si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz, alors ça aurait été fini avec les petites pièces d'or qu'il a perdues dans la galoute, la nuit, dans le convoi, dans le voyage, dans l'histoire du peuple juif. Il y a toute une histoire qui s'est passée, mais qui passera aux oubliettes, qui sera oubliée, dont on ne tiendra pas compte, n'est-ce pas? Puisque l'essentiel, la pièce d'or, elle rentre en Eretz. Mais maintenant que cette pièce essentielle de l'histoire juive, elle est dans le Chutz La'aretz, alors en ramassant Moshe Rabbeinu, on va donner du sens à toutes les pièces qui sont avec. Il va sauver les autres pièces. C'est ce qui est marqué un peu dans notre Midrash. Tu vas aller avec eux et à la suite tu les ramèneras. Quand toi tu reviendras, ils reviendront avec toi. Je pense que ce Midrash, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit d'extraordinaire? Il nous dit que est-ce que l'histoire qui s'est déroulée dans la galoute, en Chutz La'aretz, la nuit, dans la nature, hors d'Eretz, est-ce que cette histoire, elle compte dans l'histoire juive ou pas? Est-ce qu'on va dire, peut-être, voilà, on arrive hors d'Eretz, on est passé 3000 ans d'exil à peu près, je ne sais pas, oui, et puis maintenant qu'on arrive en Eretz, ben, gamar nous, ça y est, on est arrivé à bon port, et on peut commencer à zéro la vie idéale avec Moshe, avec le Beth Amikdash, avec etc., etc., etc. Ouais. Et le passé, c'est un mauvais souvenir. Le passé, c'est du passé. Et on tire un trait là-dessus. Et tout ce qui s'est passé sur les détails, les petites pièces, ça va être oublié. Hachem, il veut pas ça. C'est-à-dire quoi? Il dit que si Moshe Rabbeinu, il demande à Moshe Rabbeinu comme un service, écoute, reste ici. Et si toi, tu restes ici, alors quand toi, tu viendras en Eretz, tu ramèneras avec toi toute la galoute. C'est-à-dire que ce Midrash, d'après ma lecture, ce Midrash nous dit que l'histoire qui nous a amenés jusqu'aux portes d'Eretz, elle va modifier, elle va venir aussi apporter quelque chose en Eretz. Et on ne va pas dire, Baruch Hashem, maintenant on a fini, Gamarnou, l'exil est fini, on oublie tout ce qui s'est passé, ça a été des périodes d'exil et de souffrance, mais on a tourné la page et maintenant on va faire une histoire religieuse juive comme au départ, théoriquement. N'est-ce pas? On va dire non, c'est pas une théorie, ce que tu traverses comme épreuve, comme souffrance, comme exil, comme nuit, ouais, tout ce que tu as perdu comme énergie, comme force, comme enfant dans ton chemin, en vérité, si Moshe Rabbeinu accepte de faire partie de cela, alors on dira, eh ben voilà, cette histoire-là, elle va venir avec Chutz La'aretz.
On va pas dire maintenant, eh ben, le Ben Ishraï qui est mort, et le Gaon de Vilna qui est mort en Khoutzaretz, et tous les Gdolim, c'est de l'histoire du passé, et puis on a oublié, maintenant Baruch Hashem, on est en Eretz et tout va bien. Oui, c'est pas comme ça. L'histoire de Khoutzaretz, elle va contribuer à modifier l'histoire du peuple juif. Ça marche? Bien. Je pense maintenant, on va voir que il y a encore autre chose, à mon avis, qui va être modifié dans cette histoire. Les Meraglim, on pourrait dire, les Meraglim peut-être c'est du passé. C'est peut-être quelque chose, ils ont reçu leur punition et c'est fini comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a un extraordinaire Maharal de Prague qui explique, dans Sanhedrin Kuf Dalet, il explique comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Atem bechitem bechia shel chinam, ani ekva lachem bechia le dorot. Vous avez pleuré pour rien, et bien maintenant je vais faire que vous allez avoir de quoi pleurer. D'accord? À Tisha B'Av, quand vous êtes venus et que vous avez commencé à pleurnicher parce que vous ne voulez pas rentrer en Eretz, là, il n'y avait pas de raison de pleurer. Mais maintenant, je vais vous donner des raisons On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est un peu comme les parents qui sont excédés par les enfants qui font du bruit, qui les dérangent, qui pleurnichent et qui truc. Ah, les parents, ils donnent une claque, ils disent « Maintenant, tu as des raisons de pleurer ». On a l'impression qu'Hachem il joue comme ça, comme un petit peu les parents excédés par le bruit et le dérangement des enfants. Et Hachem il est aussi comme des parents pas très évolués. Enfin, les parents, je les comprends. C'est notre impatience, n'est-ce pas? Oui, mais alors, maintenant tu as de quoi pleurer, maintenant tu peux pleurer. Chas de Shalom, qu'Hachem ça soit quelque chose comme ça. Le Maharal il dit quelque chose de merveilleux, il dit comme ça. La génération de la sortie d'Égypte, elle avait comme mission une double mission. On sort d'Égypte, on rentre en Eretz. C'était comme ça que ça devait se passer. Les gens qui sortent d'Égypte, il était prévu que tout de suite après, ça n'a jamais été prévu qu'ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert, pas du tout. Ils vont rentrer en Eretz. Les gens, cette génération qui a refusé de rentrer en Eretz, ils ont montré en vérité que Eretz, ça leur parlait pas tellement. C'est pas tellement leur truc, c'est pas vital pour eux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette génération qui devait exprimer cet attachement des Bnei Israël qui sort d'Égypte pour entrer en Eretz, eh bien elle a fait la moitié du boulot. Elle est bien sortie d'Égypte et c'est fini. L'Égypte, ça n'a plus rien à faire. C'est notre histoire du passé, elle est dépassée, il n'y a plus à en parler, on ne revient pas là-dessus. Mais le fait qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz, il n'y avait pas de raison à cela. Mais vous savez, ça va vous coûter très 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 cher. Pourquoi? Parce que si vous avez montré que ce n'est pas votre pays, que vous avez une difficulté, que vous avez des réticences pour entrer en Eretz, ça veut dire que, eh ben voilà, il vous arrivera de partir, vous irez en galoute, vous n'aspirerez pas tellement à venir en Eretz. Oui, la relation avec Eretz, c'est vous qui l'avez, elle devait être autre chose. C'est pour ça que je disais Briat Shichinam, il n'y avait pas lieu d'être, il fallait rentrer en Eretz, il fallait vouloir, il fallait aspirer à ça. Si vous aviez aspiré, vous n'avez pas fait cet épisode des Meraglim, ça aurait été aussi acquis pour vous d'être en Eretz que le fait que vous soyez sorti d'Égypte. Vous comprenez? Et sa maman, c'est une réalité chez nous. Alors on va dire, on va appeler sa mère, mais on a des malheurs, on appelle maman. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'acquis. Mais si c'est par exemple un enfant adoptif, et qui sait qu'il est adoptif, qu'il a mis des distances avec sa famille d'adoption, ben, il n'appelle plus tellement sa mère adoptive là, vous voyez, elle est bien, elle est tout ce que tu veux, mais c'est un peu théorique, mais il n'a pas un lien viscéral avec elle. C'est pour ça qu'il s'en écarte, c'est pour ça qu'il est difficile pour lui parfois de revenir. C'est ça la bria, le dorot, c'est ça la raison de pleurer pour les générations.
alors que Eretz c'était votre mère adoptive, si on peut, votre vraie mère, si on peut dire. Vous pouvez en faire, vous auriez dû faire d'Eretz le pays vrai comme votre mère, le pays d'accueil, le vrai pays. Vous en avez introduit une distance, comme si ça devient, oui d'accord, il faut aller en Eretz, mais c'est un peu théorique, on a un rapport un peu critique par rapport à Eretz. Alors on peut faire du sionisme, vous comprenez, on peut faire la pub et de la propagande là-dessus. Maintenant on parle pour de bon, hein, maintenant on parle sérieusement, pas de politique. Ouais. Eh ben, le fait qu'on a mis une distance, c'est quelque chose qui a cassé les choses. Et ça, les Meraglim, c'est un échec que les Meraglim ont fait pour la suite des temps. Parce que c'était à eux de créer cette leçon. Ça, c'est pas quelque chose qu'il suffit d'effacer, de payer pour cela, pour que ça soit oublié. Parce que c'est un révélateur, il y a des fautes chez nous, qui sont des révélateurs de quelque chose de très fondamental. Que chez nous, il y a quelque chose qui cloche. Dans ce rapport à Eretz, il y a de quoi pleurer d'avoir mis cette distance. C'est pas Chas de Shalom qu'Hachem nous punisse. C'est pas qu'Hachem il a organisé que ça y est, tous les quelques temps on nous frappe sur la tête. C'est pas ça, Hachem, c'est pas des parents qui disent tu as pleuré pour rien, je te donne une claque, maintenant tu as des raisons de pleurer. C'est pas du tout ça, pas du tout. Ouais, mais vous avez introduit une distance, c'est quelque chose qui est terrible. Ça, on n'arrive pas à s'en sortir, parce que c'est révélateur quelque chose de très, très profond chez nous. Pourquoi c'est révélateur? Parce que la première génération, celle qui aurait dû révéler la chose, c'est elle qui a montré qu'on n'est pas tellement lié avec Eretz. Après, on peut faire des essais, des tentatives, c'est comme par rapport à des parents adoptifs, mais il y a une distance qui s'est créée. Je dirais, cette distance qui s'est créée, cette galoute qui s'est créée, cette béance, ce trou qui s'est créé dans l'histoire, elle est la raison pour laquelle on meurt en Chutz Laaretz, on est en galoute, que la galoute est tellement longue et tout ça. Oui. Et est-ce que cette partie-là, est-ce qu'on va en récupérer quelque chose? Est-ce que c'est quand même, quelle est la place que ça occupe? Alors, le Midrash que je vous ai apporté dans Vaïtranan vous dit que c'est extrêmement important, cette génération. Elle va jouer son rôle quand Moshe viendra, quand les choses reviendront en place. Elle reviendra avec les petites pièces auxquelles on n'aurait peut-être pas accordé de l'importance, mais qui sont des pièces importantes quand même. Mais au regard de Moshe, ce n'était pas fondamental. Maintenant que Moshe il rentre avec eux, Yeteroshéam, tu viendras à la tête du peuple. Tu amèneras toute l'histoire dans tes bagages. D'accord? Bien. Mais il me semble que dans notre paracha et dans Dvarim, on raconte encore autre chose. C'est qu'en même temps que nous, on a créé une galoute, cette Bria le Dorot, c'est-à-dire ce fossé, cet échec que la galoute est tellement longue, parce que nous on a accepté finalement la galoute en n'aspirant pas à Eretz, ouais, en créant cette galoute, cette obscurité de la nuit dans laquelle l'histoire elle avance, ouais, dans le mois, ouais, en créant ça, il y a encore autre chose. C'est que notre rapport aux nations va aussi changer. Si on était rentré directement, on n'aurait rien eu à fiche, aucun intérêt avec les pays. On aurait traversé ou pas traversé, on n'aurait rien eu de commun. Pourquoi? Parce qu'on serait des juifs formidables dans le projet idéal. Mais vous savez, quand dans sa vie, on ne correspond pas à l'idéal, alors c'est pas quelque chose d'innocent. Ça veut dire que on est amené à voir les choses un peu différemment. Et je vais vous dire le Midrash, qui avait avec comme texte ce Midrash, il dit la chose suivante. À la suite de l'histoire, on nous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Sichon. Sichon, c'est le dernier verrou qui fermait l'entrée d'Eretz au Bnei Israël. C'est par la suite de la paracha. Vaishlach Israël malachim el Sichon melech haïmori. Israël envoie des émissaires à Sichon pour lui proposer la paix. Alors on nous dit, tu sais, dans toute la Torah, le pagda ha-Torah l'irdof achara mitzvot. La Torah nous a jamais demandé de rechercher, d'aller à la recherche des mitzvot. Par exemple, et là, ki kare kansipor baderer. Si jamais tu rencontres un nid d'oiseau sur ton chemin, voilà, tu as telle et telle mitzvah à faire.
n'as pas besoin de faire des recherches où il y a des nids d'oiseaux pour arriver à faire la mitzvah. Quand ça se présente, tu l'as fait. Ou bien, Kitifga Shoro Ifra. Si tu rencontres le taureau de ton ennemi, il faut aider à le charger ou à le décharger. Ouais. Si ça se présente. Ou bien, Kitire Chamor Sonacha. Si l'âne de ton ennemi s'est égaré, tu dois le ramener. Si ça se présente, Kitarbot, quand tu es en train de frapper la récolte, de faire des grains, ou bien Kitifsor, quand tu vas récolter, quand tu rentres dans la ville pour travailler. Alors c'est là que les mitzvot on a à les faire. Quand elles se présentent, fais-les du mieux possible. Mais tu n'as aucune mitzvah de les rechercher. Oui. Alors, Kulam imbaulatra tamtsuve alem. Toutes ces mitzvot, quand elles se présentent, alors là tu dois les faire du mieux possible. Velo lirdef acharea, mais pas de leur courir derrière. Par contre, va shalom, bakesh shalom, vrotfeu. Pour la paix, on parle autrement. Bakesh shalom, recherche la paix. Ça veut dire, dans une situation où la paix est en danger, bakesh shalom. Essaye de la faire du mieux possible. Vrotfeu, il faut lui courir derrière. Vous entendez? Pour, parce que c'est, il pleut. Ouais, alors, mesdemoiselles, allez. Alors, la paix, il faut courir derrière, il faut la rechercher, il ne faut pas la laisser une situation de marloquette pour essayer de l'apaiser. Il faut aller au-devant pour régler le problème de la paix. C'est la seule mitzvah dont il faut se préoccuper avant que ce soit un moment de crise. Oui? Et c'est pour cela que bien qu'Afalpi, chez Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, Hachel Resh, V'idgar Bo Milchama, bien qu'Hachem il a donné le feu vert avant Sichon, il dit tu lui rentres dedans et tu lui fais la guerre. Vous entendez? Bien qu'Hachem a dit tu lui rentres dedans, tu les massacres, Sichon. Ratfou et Shalom. Les Bnei Israël, ils ont recherché la paix, ils ont couru chez Neymar. Vaishlach Israël Malachim. Israël a envoyé des émissaires pour lui proposer la paix. Hachem a dit rentre-leur dedans. Maintenant tu peux y aller avec eux, on n'essaie rien de faire, tu les massacres. Et les Bnei Israël, non. Rodef Shalom. Ils ont compris que l'intention d'Hachem, même quand il leur donne le feu vert, essaye de sauvegarder la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas ton histoire pour toi tout seul. Tu ne fais pas tes mitzvot à toi qui te concernent toi quand elles te concernent. La paix, c'est même quand tu aurais le droit théorique de massacrer les nations, eh bien, Rodef Shalom, propose-leur, essaye absolument de l'obtenir. Et c'est ça ce que je pense que ce Moshe Rabbeinu qui essaye de courir derrière la paix, il essaye absolument Achichem, il dit regardez, vous vous souvenez, il y a un potentiel Nabra Nabartsacha. Vous voyez avec Yaakov, vous voyez bien Esav a voulu faire la paix. Viens, on reconstruit. C'est pas qu'on a peur d'eux. Au contraire, ils ont peur, Veiru Mikem, ils ont peur de vous. Mais on ne va pas se faire manger par eux. Mais avoir une préoccupation du monde autour de nous, on ne fait plus une histoire seulement judéo-juive. De la même façon que la galoute, avec les échecs, on va dire que la galoute, ça fait partie de notre histoire. C'est comme si dans notre éducation, tout ce qu'on a traversé, c'est pas anodin. On ne va pas dire quelqu'un qui a eu une éducation difficile, il s'agit dans la vie peut-être, on va dire, il faut trouver un métier, il faut se marier, il faut construire une maison. D'accord? Mais quelqu'un qui a souffert, qui a eu des échecs, pour lui, dans tout ce qu'il s'investit, les choses ont une autre dimension. Se marier, c'est pas stable, trouver quelqu'un. Oui. Un métier, c'est pas un métier seulement. Une maison, c'est pas une maison. Pourquoi? Parce que l'expérience, le vécu de chacun, l'histoire personnelle de chacun, va modifier la façon de voir les choses. Si nous, on a fait une grosse faute avec les explorateurs, qu'on a laissé s'installer de la galoute, et bien maintenant, on va faire tous les efforts pour... Ça nous a changé quelque chose. Il faut construire quelque chose. Pour nous, Eretz, c'est pas les Eretz qu'eux, ils auraient eu. S'ils étaient rentrés directement en Eretz, ça aurait été une histoire. Le fait qu'on n'a pas cette histoire-là, parce qu'on a eu des échecs, parce que ça a montré qu'on n'était pas mûr, quand on ira en Eretz, Eretz représentera autre chose. Ça sera une conquête, ça sera un travail sur nous, ça sera de redécouvrir des choses, de trouver une pnimiout là-dedans, ça sera un autre regard sur les choses. Mais de la même façon que dans notre histoire,
on est modifié, on a été transformé par ce par quoi on est passé, on a aussi un regard sur le monde qui est différent de ce qu'on avait au départ. Vous comprenez? Et maintenant, je vais conclure. Cette histoire de dire que Aaron, il est mort parce que... Moi, je pense que c'est pas parce qu'on leur reproche quelque chose. Ah, vous êtes rapproché d'Esav. Et c'est vrai, tu pourrais dire, Moshe, il a essayé absolument. Quand l'autre lui a dit non, ben, il en a fait encore plus. Il a dit, on pourrait peut-être, etc. Mais finalement, Hachem, il n'avait pas dit tellement autre chose. Hein? Mais il a aussi appelé son frère. On n'a pas fauté avec ça. Quelle faute? Mais je pense que la maturité qu'on a fait montre de comprendre qu'il ne faut pas regarder les choses. Ça y est, on va les massacrer. Non. Même celui-là, même Sichon, peut-être il y a une façon pacifique de s'expliquer avec lui. Peut-être même lui, on aurait pu faire quelque chose, que les choses se déroulent sans mort, sans guerre. Ça, c'est une maturité qui montre que quand on parle un langage pareil, de se soucier de la paix, de se soucier des autres, beaucoup plus que ce qu'on aurait a priori cru qu'on est obligé, ça veut dire que c'est une maturité qui veut dire que l'enfant, il est devenu adulte. Qu'est-ce qu'un enfant qui est devenu adulte? Tant que l'enfant, il est petit, il faut que ce soit Myriam, il faut que ce soit Aaron, il faut que ce soit Moshe, des gens très grands et extrêmement mûrs qui nous dirigent, parce que c'est comme des parents qui sont là pour gérer notre vie, pour nous diriger. Mais à partir du moment où nous-mêmes on comprend, où le peuple d'Israël, il comprend que les choses ne sont pas juste de la religion, il faut faire les mitzvot, non, il faut faire attention au shalom, il faut, etc. Quand l'enfant commence à voler de ses propres ailes, à avoir ses propres considérations, ça veut dire que maintenant, le temps est passé de la dépendance des parents. Vous avez vu, au début de la paracha, quand ils sont arrivés, quand la dernière année de leur approche en Eretz est arrivée, Myriam elle est morte, il n'y avait pas eu de faute. Myriam elle est morte, pourquoi? Parce que ça y est, il faut qu'on apprenne à se passer du miracle, à de l'eau, il faut compenser, c'est vraiment que c'est difficile. Mais on doit devenir adulte, on n'a pas tout le temps que c'est les parents qui nous payent nos études et qui nous achètent nos choses et qui se préoccupent de ceci, qui occupent toute la place. À un certain moment, toi, tu dois devenir mûr et adulte. Dans la paracha de Chukat, où on arrive à atterrir, on va rentrer sur terre, c'est Israël qui parle. Ça veut dire, Myriam, c'était fini avec elle. Et avec le langage, je dirais qu'ils ont eu de maturité, de parler avec Esav, de pas simplement dire, on fait ça, on fait notre devoir, puis on s'en fiche. Mais on se préoccupe de plus que cela. On essaye de faire ce qu'on peut faire. C'est pas Chas de Shalom qu'on essaie de se faire influencer par un rachat. Chas de Shalom. Mais on voit que les choses ont une importance, que tout ne se passe pas avec de l'épée. Tout ne se passe pas par la guerre avec des rapports de force. Ils ont peut-être peur de nous, eh bien on en profite. Donc on risque fondamentalement rien. On est des adultes. Et puis on leur propose des choses qu'on peut faire, ce que essayer de... Oui, et c'est ça ce que ça veut dire, que maintenant que vous êtes tellement grands, on n'a plus besoin d'une Ashgacha de Aaron qui faisait les nuées, on n'a pas besoin de Hashgacha, des Anané Kavod, on est devenus des adultes. Donc quand tu te rapproches et que tu tiens un langage, un discours où tu n'es pas en train de considérer ton ennemi comme un ennemi et puis c'est tout, mais que tu commences à avoir une tentative de voir qu'est-ce que tu peux profiter, avancer par le dialogue. Quand tu arrives comme ça veut dire que maintenant tu n'as plus besoin du srout de Aaron pour diriger le chemin. Et c'est pour ça qu'Aaron il va mourir, mais sans aucune faute des Bnei Israël.